faut absolument faire sortir les gens d'ici, à tout prix. Mon ami, regardez leur état. Das Zeit eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Jamais le monde n'avait connu une telle barbarie. La Shoah, l'entreprise d'extermination des Juifs d'Europe, est le plus grand crime contre l'humanité de tous les temps. En France, des hommes et des femmes, des associations, des autorités morales se sont ligués pour tenter de sauver des Juifs. En aucun cas, les nazis ne doivent soupçonner notre coordination. Je vais me plaindre aux autorités. Mais c'est moi les autorités. Miliciens, à vous! Vous venez de dire que nous devions maintenant désigner nous-mêmes qui serait déporté. Je crois que ce serait maladroit de mettre en cause l'autorité du maréchal. Mais Vichy tue, Gamson, vous n'avez pas encore compris? Ce film raconte l'histoire de cette résistance méconnue. Dormez pas chez vous ce soir. Donnez-moi votre petit, ne discutez pas. C'est une question de vie ou de mort. L'histoire de celles et de ceux qui ont résisté face à la Shoah. J'ai le devoir de sauver ces enfants. Et je le ferai. Comment résister à cette folie? Que faire quand les bourreaux tiennent leurs victimes? Nous sommes le 12 septembre 1942, à Fives, dans la banlieue de Lille. La rafle des Juifs se termine sur ce quai de gare. Hommes, femmes, enfants, ils sont plusieurs centaines. Ils doivent être déportés à Auschwitz. Mais le train ne part pas. Les gars, faites gaffe, le v'là! Alors, ça va marcher, oui ou non? Bah, ça va marcher, mais pour le moment, ça marche pas, là. Préparation! Préparation! Halt! Rodeskreuz. Haben Sie Papieren, bitte? La nouvelle de la rafle s'est ébruitée la veille au soir. Nous apportons du lait pour les bébés. Dans l'urgence, les cheminots et les sages-femmes de l'hôpital Ambroise Paré de Lille ont imaginé un stratagème. Réparatur! Qu'est-ce qu'on fait, là? Hein? Normal! Schnell! On va te la réparer. Quel âge ont-ils, madame? 6 ans et 2 ans. Tenez, du lait, des biscuits. Donnez-moi votre petit. Je vide le sac et je le cache dedans, ne discutez pas. Madame, vous savez ce qui va se passer. Faites-moi confiance, nous avons un abri pour les enfants. Je vous en supplie, pas un mot, il faut faire vite. Madame, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Je se cache. Allez, hop. Bougez pas! Vous allez pouvoir retenir le train longtemps? Hein? Ah oui. La loco est sapotée. Elle ne partira pas avant ce soir. De toute façon, elle pourra faire que quelques kilomètres. Au kilomètre 3, il y a un groupe qui attendra pour faire évader ceux qu'on pourra faire sortir. Je vous rappelle que dans la loco, il faut pas de bébés. Que des 6-12 ans qui savent ne pas crier.
Ils devront tenir plusieurs heures. Eh ben, on fait ce qu'on peut, mon ami. J'y retourne. On ne connaît pas les noms de ces cheminots qui, avec Eva Durleman, sauvèrent une dizaine d'enfants ce jour-là. On ne sait pas combien d'anonymes ont permis leur évasion. Mais en 1942, pendant l'été des grandes rafles, l'été de l'indignation face aux déportations, ces hommes et ces femmes n'étaient pas seuls. Un peu partout en France, des tentatives de sauvetage se sont improvisées. Car en 1942, la violence des persécutions contre les Juifs éclate au grand jour. Jusqu'alors, on pouvait peut-être l'imaginer. Maintenant, on en est témoin. Et c'est insupportable. La tragédie avait commencé 9 ans plus tôt, en 1933, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir. En quelques années, les nazis donnent à l'antisémitisme une nouvelle dimension. La persécution à l'échelle d'un État. Eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches. Sous-hommes parasites, les Juifs sont accusés de menacer la pureté de la race aryenne. Que pouvaient faire les Juifs allemands? Se cacher? Fuir? Ceux qui en avaient les moyens ont pris le chemin de l'exil. Einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zum Fahren getrieben. La France est alors un des rares pays d'Europe à garder ses frontières ouvertes. Ici, de nombreuses associations viennent en aide à ces dizaines de milliers de réfugiés. Foyers d'hébergement, dispensaires, soupes populaires. Aujourd'hui, elles aident. Bientôt, elles sauveront. L'histoire bascule en septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. La Grande-Bretagne et la France ripostent en déclarant la guerre au Troisième Reich. La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. 5 millions de soldats sont mobilisés. Le gouvernement prend des mesures d'exception. Les ressortissants des pays ennemis doivent être internés. Drôles d'ennemis. Eux qui avaient fui leur pays parce qu'ils étaient juifs ou antifascistes. Parfois les deux. Car pour le gouvernement français, même réfugié, un Allemand reste un ennemi. La France, qui les avait accueillis, les enferme aussitôt dans des camps au sud de la France. Personne ne le sait. Ces camps sont un secret militaire. C'est totalement par hasard que les responsables d'une organisation d'entraide protestante découvrent dans les Pyrénées-Atlantiques l'existence du camp de Gurs. Madeleine Barrault, CIMAD, le comité chargé par le gouvernement de l'aide aux déplacés et aux internés. Vous avez un document? Suivez-moi. Mon Dieu. Qui a permis ça? Bah, ce sont les ordres. C'est toutes des Allemandes. Et alors?
Mais allez chercher de l'eau, là, vite! Ce sont des êtres humains, non? Jeanne! Oui? On va chercher des médicaments et de la nourriture. Ce jour-là, Madeleine Barrault comprend que pour soulager les souffrances des internés, il va falloir s'installer dans les camps et partager leur quotidien. Elle crée le mouvement des internés volontaires. Au même moment, le 10 mai, les troupes nazies déferlent sur la France. Les populations civiles comptent déjà des victimes sous l'acharnement des bombardements aériens. 37 jours plus tard, l'armée française est anéantie. 100 000 morts. Près de 2 millions de soldats prisonniers. 10 millions de civils sur les routes de l'Exode. Le 14 juin 40, les Allemands sont à Paris. « 150 000 Juifs se retrouvent pris au piège. Près de 80 000 sont des étrangers. Des Russes, des Polonais, des Hongrois, des Baltes. Réfugiés depuis le début du siècle, ils ont fui les persécutions antisémites. Ils savent parfaitement le danger que représentent pour eux les nazis. Sans doute aurait-il fallu quitter Paris. Mais comment fuir quand on ne parle que yiddish, qu'on ne connaît personne en province? Aussi, à l'arrivée des nazis dans la capitale, une vague de panique saisit les Juifs étrangers. Par centaines, ils convergent devant le siège des dernières associations d'entraide restées ouvertes. Ce sont elles qui accueillaient les Juifs allemands dans les années 30. Comment tu t'appelles? Katia Krivacek. Katia, tant qu'on est là, tu n'as rien à craindre. D'accord? David, on n'aura jamais assez de médicaments. Je vais vous aider, moi. Ça t'étonne de voir une socialiste révolutionnaire chez des sionistes de gauche? Je viens de voir Maître Gleiser. Il propose un rendez-vous. De qui? Toutes les cantines. Ils sont rares ces gens qui, comme Madame Ika, savent oublier leur rivalité politique lorsque la catastrophe est là. Madame Ika consacre sa vie aux autres. Malgré la menace, elle reste aux côtés des victimes. Au siège de Lozé, l'œuvre juive de secours aux enfants, un homme a la même attitude. C'est le célèbre pédopsychiatre Eugène Minkowski. Même en ce jour de folie, il tient à s'occuper des enfants victimes des traumatismes les plus effrayants. C'est qui la dame là? C'est maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est par terre. Pourquoi elle est par terre? Parce qu'on la tire par les cheveux. Et qui est-ce qui fait ça? Les gens du village. Des gens du village? Ils sont venus avec les soldats. Ils ont brûlé la maison. Et ils sont venus avec les chiens. Le lendemain, le 15 juin 1940, les Allemands s'installent dans Paris. Les quelques responsables des organisations juives immigrées se retrouvent dans un petit restaurant de la rue de Paradis. Sont présents Madame Ika, Maître Gleiser, l'avocat des réfugiés politiques, Yehuda Yakubovitch et David Rapoport, qui dirigent la colonie scolaire de la rue Hamelot. Le professeur Minkowski, de Lozé. Bienvenue. Et merci d'être venu dans des circonstances
les moyens de travailler ensemble. D'accord. Je sais bien que nos relations n'ont pas toujours été harmonieuses. Proposez quoi? Continuez d'agir, et d'une façon coordonnée. Seulement, ils vont tout faire pour nous contrôler. Voilà pourquoi, en aucun cas, les nazis ne doivent soupçonner notre coordination. Première d'une longue série, cette réunion va donner naissance au comité Amelot. Nous sommes tous d'accord? C'est ainsi que tout a commencé. À Paris, autour de cette table, mais aussi dans le camp de Gurs, où Madeleine Barrault a lancé le mouvement des internés volontaires. Les Allemands occupent tout juste la capitale. Pétain n'est pas encore au pouvoir. Le plan d'extermination des Juifs n'est même pas envisagé par les nazis. Et pourtant, ces hommes et ces femmes viennent de jeter les bases d'une nouvelle forme de résistance, le futur sauvetage des Juifs de France. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain accède au pouvoir. Quelques jours plus tard, il installe son gouvernement à Vichy. La France est désormais coupée en 4 zones. Dans la zone sud, la seule zone non occupée, Pétain aura vite les pleins pouvoirs. Il n'a alors qu'une priorité: débarrasser la France de ceux qu'il juge responsables de la défaite: les communistes, les francs-maçons, les étrangers et les juifs. L'anti-France, selon Pétain. Il ne connaît qu'une méthode: la répression. Il a une arme absolue: les camps d'internement, quasiment tous en zone sud. Sans que les Allemands n'aient rien demandé, Pétain noie le pays sous un déluge de lois répressives. Dans le journal officiel du 4 octobre 1940, il décrète un statut des Juifs. Désormais, tous les Juifs étrangers peuvent être internés sur simple décision préfectorale. Un autre décret, paru la veille, touche les Juifs français. Ils sont exclus de la fonction publique, de l'armée, des métiers de la presse et du spectacle. Pétain veut présenter ces mesures dans un grand discours. Mais au dernier moment, son entourage barre toute référence aux lois antisémites. Pas encore, le pays n'est pas antisémite. Vichy sait que son idéologie est très minoritaire. Si la persécution des Juifs doit être systématique, il faut qu'elle soit invisible. Pourquoi les Français ne réagissent pas à ces décrets? Parce qu'ils ignorent tout. L'information est censurée. Les Français sont alors tétanisés par l'effondrement de juin 1940. Assommés par le déluge répressif, ils découvrent le rationnement et sont obnubilés par le sort des prisonniers de guerre. Près de 2 millions d'hommes dont les familles n'ont aucune nouvelle. La grande majorité des Juifs français ne réalisent pas davantage la gravité de la situation. Le président du consistoire israélite, Jacques Heilbronner, est un proche du maréchal. Il adhère même aux idéaux de Vichy et croit que Pétain va les protéger. Les Juifs français sont très intégrés et sont persuadés qu'ils n'ont rien à voir avec les Juifs immigrés. Ils les perçoivent comme des étrangers. Un homme pressant depuis longtemps le danger. Il s'appelle Joseph Weil. Médecin alsacien, il dirige l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, avec le professeur Minkowski. Depuis Strasbourg, il a compris la tragédie qui se dessinait en Allemagne. Depuis des années, il tente d'alerter le gouvernement. Personne ne l'a cru. Vous y êtes, monsieur. À Gurs, il rencontre Madeleine Barrault. Bonjour. C'est la CIMAD qui vous envoie? Non, madame.
Joseph Weil, médecin de l'OSE, organisation de secours aux enfants juifs. Je fais le tour des camps d'internement. Ah, bienvenue chez les internés volontaires. Quelle est la situation ailleurs? À Saint-Cyprien, 85% de dysenterie. Épidémie de typhoïde, 17 morts, rien que le jour de ma visite. Malnutrition absolue. Et la malaria qui vient de faire son apparition. Ils sont combien? Plus de 7000. Chez vous? 6000. Peut-être plus. Une dizaine de décès par jour. Venez. C'est rien d'autre que de l'eau chaude, mais au moins ça réchauffe. Vous savez, madame, au début, ces camps étaient peut-être un accident, mais maintenant ils vont servir une stratégie. Que voulez-vous dire? À Noé, la police de Vichy est venue chercher les réfugiés politiques allemands pour les livrer aux nazis. Quoi? Mais c'est monstrueux. Il faut absolument faire sortir les gens d'ici, à tout prix. Mon ami, regardez leur état. Il faut avant tout les soigner pour les sauver. Mais vous plaisantez. Faut d'abord les sauver pour les soigner. Excusez-moi. C'est idiot. Au fond, nous pensons la même chose. Il faut commencer par occuper le terrain. Rejoignez-nous dans les camps. Une fois à l'intérieur, on peut trouver des solutions. Ça n'est qu'une question de culot. Au même moment, à Montoire, les deux régimes antisémites d'Europe officialisent leur collaboration. Conséquence immédiate, les nazis déportent vers la zone sud plusieurs milliers de juifs d'Allemagne que Vichy interne aussitôt. Sur ces images, le camp de Gurs, qui passe en une nuit de 6 000 à plus de 12 000 internés. En zone nord, à Paris, le lieutenant SS Dannecker prend possession de ses nouvelles fonctions. Avant va mal. Il est l'unique responsable des questions juives pour la France occupée. Il lance des perquisitions dans les locaux de toutes les organisations juives de la capitale. Au siège de l'OSE, le professeur Minkowski continue ses consultations. Et qui vous a permis d'entrer? C'est scandaleux, vous n'avez pas le droit. Je vais me plaindre aux autorités. Là, c'est quand même. Je vais porter plainte. Ah bon? Et auprès de qui? Auprès des autorités de Vichy. Mais c'est moi les autorités. Obersturmführer Dannecker. Je vois que vous connaissez beaucoup de monde. Wir haben alles. Das kommt in den Wagen. Uns fehlen nur noch die Synagogen. Dr. Minkowski, vous n'auriez pas par chance une bassine d'eau? Une bassine d'eau? La juiverie, c'est sale, hein? Vous ne trouvez pas? À chaque fois que je viendrai, veillez à prévoir ce nécessaire hygiénique. Dr. Minkowski. Les membres du comité Hamelot découvrent la perversité nazie.
Dannecker fait partie de l'élite SS. Il multiplie les descentes, confisque les fichiers, surveille leur moindre activité. Comment s'organiser face à cette violence? Le comité va devoir tout inventer. De son côté, en zone sud, Vichy est incapable de gérer ses camps. Pire, il s'en moque. Le gouvernement appelle les associations caritatives et leur concède un droit d'intervention. Mais à deux conditions. Pas de politique, pas de subvention. Fin octobre 1940, les associations se réunissent à Nîmes. Croix-Rouge, YMCA, organisations suisses, suédoises et américaines, associations protestantes et juives. Toutes les tendances sont représentées, à l'exception notable de la première religion de France. Associée de près à la révolution nationale du maréchal Pétain, l'Église catholique cautionne par son silence la répression contre les Juifs. Le délégué du YMCA en Europe, Donald Lurie, dispose de fonds importants. Citoyen américain, libre de ses mouvements, il prend la tête de ce comité de Nîmes. Donc, notre mandat est très précis. Améliorer la vie quotidienne dans les camps. Redonner vie aux gens qui souffrent. Vous ne croyez pas qu'aller dans ces camps, c'est les cautionner? Si on n'y va pas, ils vont tous mourir. Et les morts, on les ressuscite? Moi, j'ai vu mourir des enfants juifs dans les camps français. Certes, mon ami, certes. Notre devoir est de secourir des âmes en peine. La miséricorde est un don de Dieu. Je vous en prie, Donald, assez de mansuétude. Il ne s'agit pas d'aider les gens à vivre dans les camps. C'est l'existence même de ces camps qu'il nous faut combattre. Attention, je crois que ce serait maladroit de faire n'importe quoi qui puisse mettre en cause l'autorité du maréchal. Mais Vichy tue, Gamson, vous n'avez pas encore compris? Vichy ne va pas nous aider, mon ami. N'ayons pas la moindre illusion. Quand même. Mais enfin, que suggérez-vous? On peut parfaitement imaginer la sortie légale d'un camp. Gilbert Lesage, je viens d'être nommé à la direction du service social aux étrangers au sein du ministère du Travail à Vichy. Tout enfant interné peut momentanément être détaché auprès d'une institution d'accueil, si celle-ci en fait la demande, et si cette institution est agréée par les autorités. Ce qui est votre cas. Et après? Eh bien après, une fois les enfants sortis, on peut recourir à un autre règlement, celui du placement dans des familles. À condition, évidemment, que ces familles répondent à tous les critères de moralité exigés par Vichy. Mais, mon ami, vous nous expliquez comment contourner des lois. Oui, monsieur Lurie, ce n'est effectivement pas totalement l'esprit de la loi. Certes. C'est l'application parfaitement rigoureuse des textes, dans un esprit de charité chrétienne, bien entendu. Avec Gilbert Lesage, les associations disposent d'un allié au cœur même du système de Vichy et d'une nouvelle stratégie. Il faut mettre en œuvre une machine complexe. Maison d'accueil, demande de placement, recours, dérogation et autres certificats qui, dans le labyrinthe de la bureaucratie vichysoise, devraient permettre aux associations d'agir dans les camps. Toutes les associations suivent la voie ouverte par Madeleine Barrault. Elles s'internent volontairement et construisent leurs baraques au milieu des camps. On ouvre des infirmeries avec les moyens du bord, puis des écoles et même des bibliothèques. Ces volontaires, filmés en mars 1941 dans le camp de Gurs, vont maintenant pouvoir libérer les premiers internés. Ils sont 50 000 dans les camps. La grande opération de sauvetage en zone sud est lancée. Mais comment être efficace quand Vichy accentue sa répression ? En mars 1941, Xavier Vallat prend la tête d'un commissariat général aux questions juives.
Walla est chargé de coordonner l'antisémitisme d'État avec les nazis en zone occupée. À Paris, l'antisémitisme est d'abord l'affaire des SS. Les magasins s'ornent de panneaux dissuasifs. Les mesures de spoliation se multiplient. Tous les juifs doivent se faire recenser. La mention juif ou juive est alors apposée sur les cartes d'identité. La propagande nazie fait tout pour convertir les Français à leur vision du monde. Ils inaugurent en grande pompe une exposition intitulée « Le Juif et la France ». Mais cette propagande outrancière ne rencontre que peu d'écho. Le SS Dannecker doit avouer à Berlin que ses efforts restent sans effet. Dannecker a néanmoins une cible qu'il peut toucher directement, les Juifs étrangers. Grâce à la loi du 4 octobre 1940, prise par Pétain, il a tous les moyens pour les persécuter. Le 14 mai 1941, 6500 juifs polonais, tchécoslovaques et autrichiens reçoivent l'ordre de se présenter à 7 h du matin pour un examen des situations. Hast du deine Papieren? Ja. Das ist die französische Polizei. Also darfst du nicht Meure huben. Papa, Oui, ma trésor. pourquoi j'ai peur? La peur, c'est un sentiment normal, mon chéri. Ça rend vigilant. Ce qui compte, c'est de pouvoir la dominer. La mère de Katia aimerait pouvoir rassurer sa fille. Après tout, il s'agit d'une simple formalité administrative, d'un banal examen de situation. Qui plus est par les services de police français. L'erreur, le danger aurait été de vouloir s'y soustraire. Alors pourquoi s'inquiéter? Mais les heures passent et les hommes ne reviennent pas. Que se passe-t-il? La panique gagne les esprits. Les familles de juifs immigrés se pressent dans les locaux des associations. Toujours la même histoire. Un père, un fils, un mari convoqué le matin et qui n'est toujours pas revenu. Rue Hamelot, David Rapoport et Yehuda Yakubovitch sont en première ligne. Monsieur Rapoport? Oui? Je m'appelle Valenzi, je suis délégué de la Croix-Rouge. On les a amenés près d'Orléans. Mais qu'est-ce qu'il y a à Orléans? Des camps d'internement. Qu'est-ce qu'on attend pour aller? Schoen, allons-y. La convocation du 14 mai 1941 est en réalité la première rafle en France. Une rafle insoupçonnable, machiavélique. Les opérations n'ont donné lieu à aucun incident, se félicite la préfecture. Et pour cause. Sous couvert de formalité, on a sélectionné 3800 juifs étrangers. Ils sont transférés par 4 trains spéciaux dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Ce sont en France les premiers camps placés sous l'autorité des nazis. Bien que géré par Vichy et administré par des Français, c'est le SS Dannecker qui donne les ordres. Alors, un vent de révolte embrase les communautés juives étrangères.
ne se laisse pas faire. Comme ici, à Pithiviers, on soutient les activistes du comité AMLO. Je n'ai pas le droit, un point c'est tout. Donc vous allez empêcher la Croix-Rouge d'entrer? Madame, je fais mon boulot, vous faites le vôtre. J'ai des ordres, je les fais appliquer. Il s'agit simplement d'éporter ces lettres. Justement, ordre du lieutenant d'Annecker en personne. Interdiction formelle de laisser les prisonniers communiquer avec l'extérieur. Et si c'est la Croix-Rouge qui s'en charge? J'ai des ordres, je les fais appliquer. Saloparde! Esclave de Allemand! C'est parfaitement illégal. C'est Madame Ika qui fera plier l'administration en organisant le premier convoi de ravitaillement. Vous en êtes incroyable. Non, on va triompher de ces salauds. Oui. C'est ça qui est incroyable. Oui. Débordé, le directeur du camp est obligé de céder. Pour la première fois, le comité AMLO impose sa détermination aux bourreaux. Pour Dannecker, c'est une insulte qu'il ne pardonnera pas. C'est pas grand-chose, mais enfin, c'est tout ce que je peux faire. On a seulement droit à des colis individuels. Ce sera pas... Restez à l'eau. Madame Ika sera internée au fort de Romainville. Elle y mourra 1 an plus tard. En zone sud, les camps de Vichy sont devenus un enfer. L'hiver a été terrible. Le froid glacial et les épidémies ont décimé les internés. Le cap des 1000 morts est franchi à Gurs, en avril 1941. Entre les baraques, les activistes parviennent à prendre ces photos. Mais personne ne les verra. Devant l'ampleur de la catastrophe, Madeleine Barrault s'adresse au pasteur Bogner. Le chef de l'Église protestante de France est la seule autorité morale du pays qui a condamné les lois antisémites de Vichy. Il cherche des alliés au sein de l'Église catholique. Bogner rencontre le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon et primat des Gaules. Gerlier est un proche de Pétain. Il sert de caution morale au régime de Vichy. Mais quand il réalise l'étendue du désastre, il réagit. Il envoie au comité de Nîmes 2 ecclésiastiques qu'il sait déjà engagés dans la résistance, l'abbé Glasberg et le révérend père Chaillet. Ces hommes fonderont quelques mois plus tard un journal clandestin, les Cahiers du témoignage chrétien, le premier organe de la résistance à mobiliser les consciences contre l'antisémitisme. Dans leur premier numéro, ils lancent cet appel. « France, prends garde de perdre ton âme ». Au comité de Nîmes, juifs et protestants peuvent désormais compter sur certains réseaux catholiques. Le projet fou des activistes de vider les camps devient enfin possible. Il y a maintenant 55 000 internés dans les camps. Prétextant un besoin de main-d'œuvre, ils font transférer des internés dans ces vieilles fermes, ces usines abandonnées, maquillées en camps de travail. Pour les enfants, la CIMAD ouvre un foyer au Chambon-sur-Lignon. À Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, les éclaireurs israélites créent des abris pour les familles. L'OSE du docteur Joseph Veil supervise l'ouverture d'une dizaine de maisons d'accueil dans la Creuse et le Languedoc. Toutes ces images proviennent de leurs archives. Au total, une trentaine d'asiles, loin des agglomérations, se transforment en véritables enclaves pour les Juifs persécutés. Entre janvier 1941 et l'été 1942, le comité de Nîmes parvient à vider les camps de zone sud
de plus de 3/4 des internés. Plus de 40 000 juifs qui échapperont pour la plupart aux déportations, dont quasiment tous les enfants. Le 22 juin 1941, Hitler attaque l'URSS. En quelques jours, les troupes allemandes occupent l'Ukraine, les pays baltes et l'est de la Pologne. Pour le Führer, la guerre à l'Est doit permettre d'en finir définitivement avec le communisme et avec les Juifs. Déchaînement de haine, comme ici, à Kaunas, en Lituanie. Des commandos sont formés pour agir à l'arrière des lignes de front. Ce sont les Einsatzgruppen qui font passer le crime contre l'humanité à une dimension encore inconnue à ce jour. Des quartiers, des villages entiers sont décimés systématiquement. C'est le début de la Shoah par balle. En 6 mois, 800 000 Juifs seront assassinés. En France, comme en Europe de l'Ouest, les nazis n'imposeront jamais de telles méthodes d'extermination. À Paris, le SS Dannecker doit camoufler ses persécutions pour respecter le cadre légal de la collaboration fixé par Pétain. Faisant miroiter un arrêt des rafles, Dannecker demande aux organisations juives de désigner 6 000 volontaires pour travailler dans une entreprise de travaux agricoles. Le 19 août 1941, Eugène Minkowski de Lauzet, Yehuda Yakubovitch de la colonie scolaire, Julien Veil, grand rabbin du consistoire de Paris, sont réunis avec Marcel Stora, André Bor, Elie Kruker et Léo Israelovitch, arrivés du ghetto de Vienne où la famille est retenue en otage. Le lieutenant nous a informé qu'une entreprise allemande de travaux forestiers avait besoin de 6 000 travailleurs de toute urgence. Le lieutenant nous a appris qu'après l'arrestation des 3 700 juifs polonais du mois de mai, quelqu'un avait promis que nous serions à même de rassembler 20 000 volontaires si les Allemands stoppaient leurs arrestations. Il a exigé de trouver une solution à ce problème. Sous peine de sévères représailles. Très sévère. Qui a osé promettre une pareille connerie? Qui? Du calme, Yakubovitch, du calme. Comment ça, du calme? Vous venez de dire que nous devions maintenant désigner nous-mêmes qui serait déporté. Mais tu l'as fait maintenant compris. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut... Coopérer? Jamais. Mais c'est l'avenir de la France dans une Europe en paix. Et puis quel mal y a-t-il à faire bosser des Polacs en Pologne? C'est toi, Crocker, qui a proposé de livrer 20 000 des nôtres. Ou toi à bord? Monsieur Yakubovitch, vous n'ignorez pas que je suis chargé d'établir un compte-rendu. Pour le lieutenant Dannecker? Je sais, oui. Tu vas me dénoncer, Israelovitch? La colonie scolaire ne signera pas le protocole qu'on lui propose. Au nom du consistoire de Paris, je ne puis que rejoindre notre ami Yakubovitch. Nous aussi. Le refus d'obéissance initié par le comité AMLO gagne peu à peu d'autres structures. Un front se constitue qui veut imposer une nouvelle attitude, l'insoumission. Cela bouleverse la stratégie de Dannecker qui enrage. Le 20 août, au petit matin,
Dannecker fait boucler le 11e arrondissement de Paris. Tous les juifs de plus de 18 ans sont arrêtés. Et pour la première fois, des Français. Dannecker donne l'ordre d'envoyer les 4232 interpellés dans un camp qu'il vient d'inaugurer à 2 pas de la capitale, Drancy. De la gare toute proche, partiront bientôt les trains de la mort. Pour Dannecker, c'est encore trop peu. Il est limité par le refus de collaborer lancé par le comité Amelot. Il lui faut une loi de l'État français qui impose la soumission aux Juifs de France. Pétain va la lui accorder le 29 novembre 1941 en créant l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France, un organisme auquel tous les Juifs et leurs associations doivent s'affilier. Ses dirigeants doivent appliquer les ordres du SS sous peine de représailles. C'est une catastrophe. Le front du refus ne sert plus à rien. Il n'est plus une cantine, une maison d'enfants, un dispensaire qui échappe au contrôle direct de Dannecker. Les Juifs de France se retrouvent pris au piège. L'UGIF est à la fois le seul organisme qui puisse assurer la survie de dizaines de milliers de nécessiteux et en même temps l'instrument de la persécution nazie. Mais que peuvent faire les résistants? Dire non, c'est risquer à coup sûr de priver les Juifs d'une aide vitale. Mais dire oui, c'est accepter de devenir l'instrument des nazis. Les débats sont terribles. Les choix impossibles. Le comité Amelot finit par trancher. Il faut infiltrer l'UGIF pour s'en servir contre les nazis. Cette institution peut devenir la façade légale d'activités clandestines et permettre de poursuivre les opérations de sauvetage. Le secret est total. La plupart des dirigeants de l'UGIF l'ignorent. Rapoport et Yakubovitch fabriquent des faux papiers. Ils entrent en relation avec les membres d'une organisation communiste juive passée à la lutte armée, la Yiddishmoy. Les premières filières d'évacuation en zone sud se mettent en place. À la fin 1941, le comité Amelot pratique les techniques des mouvements de résistance. Le mois de janvier 1942 fait basculer la guerre dans l'horreur absolue. Réunis par Reinhard Heydrich à Wannsee, dans la banlieue de Berlin, une quinzaine de hauts fonctionnaires nazis, experts en tout genre de la question juive, planifient et règlent dans les moindres détails la phase ultime de la solution finale. Les nazis organisent pays par pays la destruction totale des Juifs d'Europe. À Auschwitz, Sobibor, Birkenau, ils créent des chambres à gaz. La Shoah devient une industrie. Tous les efforts des nazis sont désormais concentrés dans l'exécution du plus grand crime contre l'humanité de tous les temps. Il implique une réorganisation complète du système nazi. Les SS sont au sommet du pouvoir. Leur chef suprême, Heydrich, vient en personne à Paris superviser la nouvelle organisation. À l'Assemblée nationale, l'idéologue du parti nazi Alfred Rosenberg détaille les nouvelles orientations aux 600 responsables de l'occupation. Pour l'occasion, l'hémicycle a été mis aux couleurs de l'occupant. Sur le bureau du président trône le buste du Führer. Die Geschichte, so führte Reichsleiter Rosenberg weiter aus, wird feststellen, dass zwar die deutsche Wehrmacht im Jahre 1940 die französische Armee zerschlug, dass aber Deutschland zugleich das französische Volk von seinen Parasiten befreite, die abzuschütteln es selbst zu schwach geworden war. Les nazis imposent un nouveau gouvernement à Vichy. Laval, le plus collaborateur des politiciens français, revient au pouvoir.
il réorganise la police. Un jeune technocrate, René Bousquet, en prend la direction. Il négocie avec Heydrich le nombre de juifs à déporter. Il tombe d'accord sur un premier objectif de 38 000 juifs pour l'été 1942. Laval obtient que seuls les juifs étrangers soient déportés, mais qu'ils le soient avec femmes et enfants. Laval ignore encore ce qu'est la solution finale. Les nazis acceptent sans problème. Dernière mesure avant les rafles, le 7 juin 1942, les nazis imposent le port de l'étoile jaune aux juifs de zones occupées. Mesure spectaculaire, humiliante, l'étoile jaune fait, pour la première fois, éclater au grand jour la ségrégation raciale. Elle déclenche aussitôt une vague de colère, un mouvement spontané de solidarité qui naît dans quelques lycées parisiens. À leurs abords, on croise des bandes de copains qui affichent leur indignation, autant par fraternité envers les Juifs que pour défier l'occupant. Alors les jeunes, on cherche à se faire remarquer? Zazou? C'est quoi ces trucs-là? Bande de crétins, là. Vous avez vraiment rien de mieux à faire? Tiens, mais c'est qu'il y en a un vrai? Un vrai quoi? Juif. Jeunesse universitaire internationale française. Il est sous de gueule, celui-là, ma parole. Allez, vos potes. Avancez. On vous a dit d'avancer. Avancez. Une centaine de jeunes gens sont arrêtés, puis envoyés à Drancy, où ils portent une étoile blanche qui signifie « Amis des Juifs ». Cette vague, Vichy la redoutait. Laval sait depuis longtemps que l'opinion publique est au bord de l'explosion. Il impose aux nazis que les rafles se fassent dans la plus grande discrétion. Mais comment rendre invisible l'arrestation de près de 30 000 personnes rien qu'à Paris? Une seule consigne, secret absolu. David, entrez, mesdames. Je te présente Suzanne Spack et Sophie Schwarzmündnik. Elles sont toutes les deux à Solidarité. Écoute-les. Une immense rafle est en préparation. Elle vise tous les juifs étrangers de Paris. Chaque mairie dresse des listes à partir du fichier du recensement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment vous le savez? Beaucoup de gens nous en ont parlé. Faites-nous confiance. Nous avons édité un tract. Il faut le diffuser partout. Ah, c'est du yiddish? Oh, Gewalt. On sait qu'on s'est prévu? On dit vers le 14 juillet. Mais trop de gens sont impliqués. Le secret est vite éventé. Les associations d'immigrés sont alertées dans les premiers jours de juillet. Elles le font aussitôt savoir. Pour la première fois, les réactions de solidarité touchent le cœur même du système. Dans la police, dans l'administration, des fonctionnaires ne supportent plus le rôle qu'on leur fait jouer. Ils parlent. Oui? Vous vous souvenez pas de moi? Non? C'est vous qui avez mis au monde mon enfant il y a 3 mois. Vous êtes le policier? Oui. Écoutez, je suis venu vous prévenir. On est tous réquisitionnés demain à 4 h du matin. Ça sent mauvais pour vous. Dormez pas chez vous ce soir. Sylvie! Oui? Tu dois sortir. Tu prends le métro, tu descends Porte des Lilas.
Tu te mets sur le quai. Toutes les personnes que tu croises avec une étoile jaune, tu leur répètes ce que je te dis. Ne dormez pas chez vous ce soir. Il va y avoir une rafle. Les témoignages des survivants sont unanimes. La nouvelle de la rafle s'est répandue comme une traînée de poudre. La panique s'empare des Juifs immigrés. Les hommes se cachent. Mais on dit que les femmes et les enfants sont menacés aussi. Même les enfants. Comment y croire? Il faut nous cacher, Katia. Ce soir ou demain, ils vont venir. On reste ensemble. Il n'est pas question. Tu feras exactement qu'est-ce que j'en dis. Verstehst? Tu es à ton cachette. Moi, je n'irai sous des toits, avec des voisines. Ça marchera, tu m'entends? Paris, 16 juillet 1942. 4 heures du matin. Les policiers français et les soldats allemands sont prêts. La rafle du Veldiv peut commencer. Allez, on traîne pas. Tout le monde est embarqué, hommes et femmes, sans oublier les enfants de plus de 2 ans. Les enfants, attention! Venez, Madame Bernas, Monsieur Duprat, venez nous aider, allez! Mais qu'est-ce qui se passe? Prenez des enfants chez vous. Il n'existe qu'une seule photo de la rafle du Veldiv. Au total, 12 884 juifs sont arrêtés, parqués comme des chiens dans l'enceinte du vélodrome d'hiver, déportés à Drancy puis dans les camps de la mort. Près de 6 000 femmes, 4 000 enfants. En dépit de ces chiffres effrayants, la rafle est une déconvenue pour les nazis qui espéraient déporter le double de juifs. Le gouvernement de Vichy est désormais seul. Les rafles horrifient l'opinion publique. Le sort des enfants bouleverse la population pour la première fois témoin direct de la barbarie. Cette indignation remonte aux grandes consciences du pays. Certaines se décident à lancer des protestations publiques. Le premier sera l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège. Déjà impliqué dans la résistance, Saliège monte un réseau secret de messagers pour que le 23 août 1942, les 600 prêtres de son diocèse lisent à la messe du dimanche le même appel. Dans 600 églises, on entendra le même sermon. Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne qui impose des devoirs.
et reconnaît des droits. Les devoirs, on peut les violer. Mais il n'est du pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Les Juifs sont des hommes. Les Juives sont des femmes. Un chrétien ne peut l'oublier. France, qui porte jusque dans le cœur de tes enfants la tradition du respect de la personne humaine. Je n'en doute pas. Tu n'es pas responsable de ces horreurs. Cet appel aux consciences constitue une véritable protestation publique. Les gestes de solidarité sont légitimés. Mieux, ils deviennent un devoir pour tous les chrétiens. Le dimanche suivant, Monseigneur Théas, évêque de Montauban, suit son exemple dans les paroisses du Tarn-et-Garonne, l'archevêque de Lay dans celle des Bouches-du-Rhône, les évêques Moussaron dans le Tarn et Van Steenberg au Pays Basque, ainsi que le cardinal Gerlier, le primat des Gaules dans le Rhône, font de même. Le sursaut de la hiérarchie catholique est loin d'être unanime. Mais dans ce pays très croyant, ces sermons ont un impact considérable. La lettre de Monseigneur Saliège sera lue à la BBC et deviendra le tract le plus diffusé de l'histoire de la Résistance. Mais les rafles touchent maintenant la zone sud. Vichy a promis 10 000 juifs aux nazis. 3 jours après la lettre de Monseigneur Saliège, la police lance un gigantesque coup de filet en Rhône-Alpes. Les juifs immigrés sont rassemblés au camp de Vénissieux dans la banlieue de Lyon. Combien sont-ils? Combien d'enfants? On ne sait pas. Les hommes du comité de Nîmes improvisent une tentative de sauvetage désespérée. Le cardinal Gerlier, qui leur a prêté sa voiture, accepte de couvrir toute l'opération. Le docteur Joseph Veil de Lauzé, l'abbé Glasberg des Amitiés chrétiennes et un jeune résistant, Georges Garel, forment le premier groupe avec Gilbert Lesage, l'architecte du sauvetage légal. Il a inventé les commissions de criblage, des équipes chargées de repérer parmi les internés ceux qui, pour différentes raisons d'âge ou de santé, peuvent être exemptés. Leur rêve, libérer tous les détenus. Leur tactique, harceler la bureaucratie. L'intendant de police Cussonnac vous attend, si vous voulez bien me suivre. Messieurs. Commission de criblage, ministère du Travail. Gilbert Lesage. On vous espérait plus. Comment souhaitez-vous que nous procédions? Je peux mieux vous dire, Lesage, que si vous faites jouer à fond les clauses d'exemption, moi j'aurais plus rien à donner aux Allemands. Les rafles dans la région ont été une catastrophe. Comment ça, une catastrophe? Voyez vous-même, Bourg-en-Bresse, j'en attendais 480, j'en ai 23. Savoie, prévision 244, arrêté 63. Haute-Savoie, sur 242, seulement 25. Et pour Lyon, on espérait 781, j'en ai 124. En effet, c'est pas très glorieux. Il paraît que la BBC a inventé l'opération. Alors si même Londres était au courant... Ben, ne perdons pas de temps. Combien y a-t-il de personnes ici? 1200. Et vous avez jusqu'à demain midi. Passé ce délai, le train part quoi qu'il arrive. Ah bien. Bon allez, pas une minute à perdre. Vous passez dans tous les baraquements et vous interrogez tout le monde. Dès que vous tombez sur un cas potentiel d'exemption, vous me l'envoyez. Moi, je centralise tous les dossiers pour négocier avec cet abruti. Il faut former 2 groupes. Un pour les adultes, un autre pour les enfants. Oui, vous avez raison. Pour les enfants, il y a urgence. On reste sur la stratégie de l'adoption, monsieur l'abbé. Le cardinal Gerlier nous autorise à utiliser sa caution. Ce sera le plus efficace. Et n'oubliez pas, il faut impérativement que les parents signent la délégation de paternité. Garel, venez avec moi.
Bonjour. Je travaille pour l'OSE. On peut peut-être vous sortir de là. Sont vos enfants? Vous avez des papiers? Ah. Âge, grossesse, handicap sévère, blessure de guerre, maladie contagieuse. Veille et Garel ne négligent aucune piste. Abbé Gleisberg, commission de criblage. Puis-je vous parler seul? Vous pouvez y aller. Elles ont toute ma confiance. Nous risquons d'avoir besoin de certificats médicaux, disons, un peu complaisants. C'est une question de vie ou de mort. Vous êtes arrivé en France en 1935? Oui, le 6 février. Alors vous n'avez rien à faire ici. Accompagnez ces gens chez l'intendant Cussonac. Les déportations ne concernent que les immigrés depuis 1936. Ils n'ont rien à faire ici. Ça devrait plus être très long. Je peux voir vos papiers? Vous faites une tête fatiguée. Faites une tête fatiguée. À partir de maintenant, vous avez la variole. Je vais vous mettre en quarantaine. Allongez-vous ici. Et surtout, ne répondez à aucune question. Vous êtes censé être brûlant de fièvre. Réquisition immédiate d'une ambulance. Ne touchez pas à mes enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le temps est compté. Ne touchez pas à mes filles. Monsieur, s'il vous plaît. Parle de votre femme. Allez-y, doucement. Je peux pas. On reste ensemble, quoi qu'il arrive. Je peux vous parler seul à seul? Oui, mais il faut les laisser tranquilles. Je vais vous parler dur. Monsieur, vous m'écoutez? Vous savez très bien ce qui va se passer à l'arrivée. Vous savez très bien ce que les nazis vont faire, n'est-ce pas? Vous le savez. Et vous voulez quoi? Tous mourir ensemble? Vous avez une petite chance de survivre, une toute petite. Laissez-vous nous confier vos deux filles, elles ont toutes les chances de survivre, toutes. Tout va bien se passer. Vous préférez que je les prenne de force? J'ai le devoir de sauver ces enfants, et je le ferai. Ordonnance du 18 août 41, ministère du Travail. Tout étranger inapte réduit peut être affecté à un centre de travail adapté. Il est donc redevable de la 8e catégorie d'exemption et sa femme, au titre de compagne d'exempté, est autorisée à rester en France. Ah bon. Et alors vous êtes inapte réduit? Oui, monsieur l'intendant. Véritable expert des rouages juridiques de Vichy, allez, le sage se bat sur chaque dossier. Je vais craquer, le sage. Toute exemption obtenue est une victoire sur la déportation. Oui. Ah oui, pardonnez-moi, monsieur le préfet, oui. Urgence, monsieur l'intendant. Oui. De la part du docteur C'est-à-dire Adam. qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Nous avons un cas de variole à l'infirmerie. Très bien. Absolument. Demande de réquisition immédiate d'une ambulance. Vous êtes de la même famille? Oui, nous sommes sœurs. Et vous êtes en France depuis combien? Laissez-moi passer, je suis médecin. Appelez une infirmière, vite! Dans la nuit, 26 personnes se sont suicidées. Au matin du deuxième jour, plus d'une centaine d'adultes sont déjà libres, mais les enfants restent bloqués. Madeleine Barrault a obtenu 3 bus de l'évêché pour les évacuer et a pris contact avec la résistance. Convaincre les familles est long. Leur faire signer les décharges, un déchirement permanent. Les plus grands doivent être cachés. Pour faire sortir tout le monde, Joseph Veil isole les enfants dans une baraque annexe. Il faut tenter une évasion. Alors, vous en avez fait sortir combien? Je sais pas, peut-être 150.
Le train va être retardé d'au moins 12 heures. Bon, tant mieux. On a une quarantaine de décharges, mais il y en a plus de 50 qui n'en ont pas. Sans compter les adolescents. On en a 30 qui ont plus de 16 ans. Il a combattu en 1940 sous l'uniforme français. Sous l'uniforme de la Légion, hein? Or, dans Légion étrangère, il y a le mot étrangère, donc c'est un étranger. En plus, il est polonais et en plus, il est juif. Il a donné sa jambe à la France, monsieur Cuissonal. Même sur une jambe, un juif reste un juif, monsieur l'abbé. S'il vous plaît, monsieur l'intendant. Quoi? Les consignes du maréchal sont formelles. Aucun combattant de 40 ne peut être livré à l'Allemagne. Monsieur l'intendant. Oui, quoi? Le train vient d'être retardé, monsieur l'intendant. Comment ça, retardé? Problème de réseau. Dans le bureau de l'intendant Cussonac, les membres de la commission ne lâchent rien. Le retard du train leur a fait gagner des heures précieuses. À la nuit tombée, les 108 enfants internés sont enfin rassemblés. C'est l'heure de l'évasion. La résistance a promis à Madeleine Barrault un coup de main. Mais quand? Le temps passe. Il faut s'attendre à tout. Chut, du calme! Du calme! Allez les grands, vous vous rappelez? Vite, vous allez au bus. Vous avez 5 minutes pour vous cacher sous les sièges. On vous rejoint avec les petits. Allez! Tout le monde suit? Avancez, avancez. Allez, montez, hop! Hop, on y va. Hop, en silence. Vite les grands, cachez-vous. Et les petits, chut, taisez-vous. Allez-y. Dès qu'ils auront compris, la chasse à l'homme va commencer. Nous avons 24 heures d'avance sur eux. Tout est prêt au local des éclaireurs israélites. Le groupe pour le Chambon partira dans 2 heures, celui pour Moissac 5 minutes après. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Tenez. 544? 544, vous foutez de ma gueule? On en avait 1200. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Bon alors, ils sont où les autres? Ils sont où, bordel? Vous me les trouvez, hein? Vous avez intérêt à me les trouver. Oui. D'accord. Monsieur le préfet est arrivé. L'évasion de Vénissieux a un retentissement considérable et plonge Vichy dans une colère noire. Le cardinal Gerlier est convoqué et sommé de s'expliquer. Mais en dépit des injonctions de Laval, les 108 enfants ne seront pas rendus à leurs bourreaux. Le comité de Nîmes en subit les conséquences. L'abbé Glasberg est recherché, il passe à la clandestinité. Joseph Veil, traqué, passe en Suisse où il monte des réseaux d'évasion d'enfants. Madeleine Barrault échappe au coup de filet et reprend plus discrètement ses activités à la CIMAD. Georges Garel, qui pensait rejoindre la résistance armée, devient clandestin et se consacre au sauvetage des enfants. Gilbert Lesage sera finalement arrêté et restera incarcéré jusqu'à la libération. Le bilan des rafles de l'été 1942 est épouvantable. 22 000 Juifs vont être déportés vers Auschwitz. Tous vont mourir dans les chambres à gaz. Mais grâce au sursaut de la société civile, près de 20 000 autres ont pu échapper à la mort. Les rapports qui s'empilent sur le bureau du maréchal Pétain sont unanimes. La population est scandalisée. Une immense vague de compassion envers les Juifs traverse la France. Mais ce qui affecte le plus Pétain, c'est une lettre de protestation signée par l'Assemblée des évêques de la zone nord. Unanime, la hiérarchie catholique dénonce le traitement infligé aux Juifs. Pétain prend peur. Si l'Église le lâche,
c'est toute sa stratégie qui s'écroule. Le 2 septembre, Laval rencontre Auberg, le chef des SS en France. Il lui avoue une résistance sans pareille de l'Église et de l'opinion. Il exige l'arrêt des rafles. Auberg va céder. Il suspend les rafles. L'Église catholique ne rompra jamais avec Pétain. Mais sur le sort des Juifs, elle exerce désormais une forte pression sur Vichy et obtiendra l'annulation de plusieurs lois qui agravaient leur persécution. Auberg fait son rapport à Berlin. Il n'a pas rempli ses objectifs. 30 convois vers Auschwitz sont annulés. Aussi choquant que cela puisse paraître, du point de vue des nazis, les rafles en France ne sont pas un succès. Trois mois plus tard, en représailles au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone libre. Il n'est plus une parcelle du territoire national qui échappe à leur contrôle. Dans chaque ville de France, les SS désignent des spécialistes de la traque des Juifs. Laval leur apporte son concours. Depuis le début 1943, les 30 000 hommes de la milice sont lancés dans la chasse aux résistants. Une police spéciale est chargée de débusquer les Juifs, un à un. Les filières de sauvetage et d'évasion sont impitoyablement démantelées. Arrestations, tortures, déportations. Jusqu'à la libération, près de 90 000 résistants seront déportés dans des camps de concentration. Plusieurs milliers, comme ceux du groupe Manoukian, seront fusillés. Mais leur action contre l'occupant a fédéré la société civile, qui devient en cette année 1943 une société de solidarité. Pour échapper à la traque de leurs bourreaux, beaucoup de Juifs se cachent, aidés parfois par leurs voisins, leurs collègues de travail. D'autres quittent les grandes villes dans la précipitation. Ceux qui ont des contacts se procurent de faux papiers, paient des passeurs qui les aident à quitter le territoire. Le plus souvent, on trouve refuge à la campagne où les portes s'ouvrent. Marseille, janvier 1943, retour des rafles. Les nazis veulent nettoyer le port le plus cosmopolite du monde. Ils le détruisent à la dynamite. Ils ne cherchent plus à surprendre. Ils arrêtent en plein jour. Ils contrôlent les identités et mettent la main sur les Juifs. Ils seront 800 à être déportés. À Paris, de nombreux responsables de l'UGIF restent comme la hiérarchie catholique fidèle à Pétain. Les résistants font tout pour évacuer leurs abris, mais les dirigeants refusent l'action illégale. Le 10 février 1943, les SS font une descente dans plusieurs centres sociaux de l'UGIF. 1569 malades, vieillards et enfants sont raflés. Les centres de soins, maintenus au prix d'incroyables efforts, sont devenus des souricières. Épaulés par la résistance, les associations se lancent dans une immense opération de camouflage. Les journaux clandestins publient des annonces, lancent des appels à la solidarité. Les Juifs de France sont placés sous la sauvegarde des Français, peut-on entendre sur les ondes de la BBC. Il n'y a plus d'espace pour l'action légale. Le sauvetage des Juifs se fera maintenant dans la clandestinité. L'OSE, l'organisation de secours aux enfants, fait appel à Georges Garel, un des hommes de la nuit de Vénissieux. Il va monter le plus vaste réseau de sauvetage d'enfants de toute la guerre. L'Église, en dissidence, lui ouvre ses couvents, ses prieurés, ses internats,
des familles accueillent les enfants. Le réseau Garel couvre 30 départements. Organisé comme un réseau de résistance, il a son quartier général clandestin à Lyon. Grâce à des dizaines d'assistantes sociales mobilisées, 1600 enfants sont cachés. Près d'une trentaine de personnes ont payé ce sauvetage de leur vie. Au-dessus de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, les éclaireurs israélites transforment une dizaine de fermes de défrichage en abris. Depuis le centre du Chambon-sur-Lignon, la CIMAD de Madeleine Barrault répartit les réfugiés dans toutes les Cévennes. À Dieu-le-Fit dans la Drôme, un internat fait transiter plusieurs centaines d'enfants. Mais une partie des enfants ne peut être camouflée. Leur accent étranger, leur attachement aux préceptes religieux, leur trop grande nervosité pourrait les trahir. Il faut les faire sortir de France. Garel confie à André Salomon l'organisation d'une filière d'évasion vers la Suisse. Ces images d'actualité montrent que les mouvements d'enfants sont alors massifs en France. Il y a encore, à cette époque, 1 600 000 soldats prisonniers en Allemagne. Beaucoup de leurs enfants sont pris en charge par des œuvres caritatives qui en profitent pour camoufler les petits juifs à sauver. Arrivés à Lyon, Valence ou Bourg-en-Bresse, les sauveurs récupèrent les enfants juifs et les acheminent jusqu'aux Alpes. Annemasse, en Haute-Savoie, est l'un des points de passage. Ici, chaque réseau de sauvetage peut compter sur les éclaireurs israélites, mais aussi sur l'aide d'élus, d'ecclésiastiques, de gardes champêtres. Ils les guident à travers les montagnes. Des dizaines d'entre eux seront arrêtés, déportés. Pourtant, tous les jours, des dizaines d'enfants passent la frontière. Sur le territoire français, la dispersion des Juifs s'accélère. Comme d'autres, le comité AMLO a mis en place un réseau de placement dans des familles. Bon, alors voilà leurs papiers. Ah, très bien. Ils doivent savoir leur nom par cœur. Ah. Tiens, c'est pour toi. Et pour elle? T'as vu? Il n'y a plus marqué juif dessus. Tu t'appelles comment maintenant? Catherine Leroy. Et toi? Gaston le marchand. Les enfants? À partir de maintenant, plus jamais vous ne prononcerez votre ancien nom. Compris? Oui. 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 Bon, allez les enfants, on va y aller. Vous dites au revoir, monsieur? Au revoir. Au revoir. Quand papa et maman reviendront, tu seras là? Pour devant, je serai toujours là, mon Katia. Oh, pardon, Catherine. Allez, vite, allez. Alors, tu t'appelles comment? Simon. Non, tu t'appelles Gaston. Oh, vite. À toi. 1, 2, 3, papier, cailloux, ciseaux. T'as perdu, c'est moi qui ai gagné. Messieurs, dames, bonjour. Les enfants, asseyez-vous. Contrôle des billets. Monsieur, votre billet. Attention, faut rien dire. Mademoiselle, votre billet, s'il vous plaît, merci. Voilà, bon voyage. Messieurs, bonjour, billet, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonjour. Merci. Bonjour, madame, votre billet, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, billet, s'il vous plaît. Bonjour. Merci. Vous êtes de la préfecture de Paris? Service social du refuge de la préfecture. Bon voyage. Merci. Mademoiselle, bonjour. Merci. Monsieur,
Monsieur, votre billet, s'il vous plaît. Merci. Madame. Merci. Billet, s'il vous plaît. Merci. Bon voyage. Billet, s'il vous plaît. Dans toute la France, des assistantes sociales sillonnent les campagnes pour trouver des familles d'accueil. Ces familles nourricières sont une tradition française. Tiens, là, les petits Parisiens. Dans de nombreuses campagnes, on a l'habitude de recevoir des enfants des villes. Bonjour Madame Yves-Pierre. Bonjour. Bonjour Monsieur. Donc voilà les enfants. Alors, Gaston, il va rester avec vous. Il a 14 ans. Et puis, Catherine. Bonjour Catherine. Alors, voilà la personne à contacter s'il y a une difficulté. Et puis, comme ça, les enfants vous tombent bien, ils vont pouvoir vous aider avec à faucher. Ah non, c'est déjà fait, on ramasse les foins là. Ah, ils vont ramasser alors, hein, Catherine. Bon, je te dis au revoir. Au revoir Gaston. Tu fais très attention à toi. Tu fais très attention à Catherine aussi. D'accord. Compte sur toi. Okay. Ça va? Je reviens vous voir dans 15 jours, d'accord? Oui. Merci beaucoup, au revoir monsieur. Bon courage. Madame. Au revoir madame. Eh bien dans 15 jours. Je repars. Vous voulez? Allez Gaston, viens, c'est par là. Au revoir. Les enfants juifs apprennent à vivre sous de fausses identités. Ils doivent s'inventer un passé. Toujours la même histoire. Une maison détruite par les bombardements, un papa retenu prisonnier en Allemagne. Ici, on se moque de connaître les origines des enfants. Enseignants qui donnent des cours sans poser de questions, curés qui signent de faux certificats de baptême, médecins qui soignent en sachant, voisins qui savent ne rien dire. On agit sans vraiment comprendre la spécificité absolue du crime contre les Juifs. Dans ce pays occupé, les Juifs sont des victimes comme les autres. On aide les résistants, on cache les réfractaires du STO, comme on protège les Juifs. Qui peut imaginer que derrière les rafles se cache l'extermination d'un peuple? La représentation mentale de la Shoah est impossible, même pour les victimes, parce que le génocide n'est tout simplement pas compréhensible. La répression s'abat sur les résistants du comité AMLO. David Rapoport est arrêté en juin 1943. Il reste 3 mois à Drancy. La plupart des dirigeants de l'UGIF vont le rejoindre, même les plus légalistes. Bohr, Stora, comme Krucker partiront à Auschwitz. Aucun d'entre eux ne reviendra. David Rapoport, il meurt le 2 juillet 1944. L'année 1944 est celle de l'attente interminable de la libération. Pendant de longs mois, 250 000 Juifs ne survivent que dans une quasi-clandestinité et grâce à la protection d'une partie de la population. Ces anonymes sont en train d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la résistance. La résistance sans armes. À la libération, les Français voient apparaître les silhouettes fantomatiques des rescapés des camps. L'enfer concentrationnaire fait irruption dans la France libérée.
On cherche à reconnaître un visage familier entre toutes ces faces décharnées. On pleure les disparus. Mais on découvre aussi, ébahis, les fermes, les couvents, les centres d'accueil dans lesquels des milliers d'enfants ont pu échapper au pire. Les images d'enfants présentées dans ce film ont toutes été tournées à ce moment-là. Beaucoup d'entre eux sont orphelins.